Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des marges et de l'effet ciseau. Alors à quoi servent les marges? Elles facilitent l'analyse des évolutions sur une période à l'autre et la comparaison entre plusieurs entreprises du même secteur. On va avoir plusieurs types de marges. Avec les marges classiques qui sont généralement basées sur le chiffre d'affaires. On va avoir la marge brute, avec la différence entre le prix de vente et le coût de revient total des biens et services vendus. On va avoir la marge d'EBITDA, qui correspond aux bénéfices d'une entreprise génère avant les intérêts, les impôts et les amortissements, en pourcentage du chiffre d'affaires. On va avoir la marge d'EBIT, qui correspond aux bénéfices qu'une entreprise génère avant les charges financières et l'impôt, en pourcentage du chiffre d'affaires. Et on va avoir la marge opérationnelle, qui correspond à la marge de revenu de l'entreprise en ne tenant compte que de l'activité de cette entreprise. Les résultats financiers et exceptionnels sont complètement ignorés. Et aussi on va avoir la marge nette, qui correspond au revenu qui reste sous forme de bénéfices après le paiement de l'ensemble des dépenses, y compris les intérêts et les impôts. Ça va nous permettre de comparer l'évolution dans le temps de ces entreprises. Si on prend deux exemples, avec Ferrari et Toyota Motor Corporation, on voit bien que les marges de Ferrari sont exceptionnelles pour une entreprise automobile par rapport à Toyota qui sont quand même beaucoup moins élevées. Si on prend par exemple les marges brutes, ils sont à 50% pour Ferrari et seulement qu'à 19% pour Toyota. Et si on prend par exemple pareil pour la marge nette, on a une marge nette d'environ 10% pour une marge nette d'environ 22% pour Ferrari. Cette vision, du coup, permet de comprendre plusieurs choses en un coup d'œil. Les deux groupes sont profitables, et ça c'est une bonne chose. En revanche, les marges de Ferrari sont beaucoup plus importantes que celles de Toyota. Elles sont aussi moins volatiles. La marge brute de Ferrari est relativement stable dans le temps et en mesure d'augmenter ses marges intermédiaires. Ce n'est pas le cas de Toyota. On a aussi la proximité entre les marges d'EBITDA et d'EBIT chez Ferrari qui indique un business à faible intensité capitalistique. Peu d'investissement égale peu d'amortissement. C'est plutôt rare pour un groupe automobile, mais Ferrari n'est pas qu'une simple marque de voiture. C'est une marque de luxe dont la performance repose essentiellement sur un savoir-faire et non sur un gigantesque parc d'actifs. Ferrari ne vend que quelques milliers de voitures chaque année et a des clients triés sur le volet. La proximité entre la marge d'EBIT et la marge nette chez Toyota nous indique que le groupe est très faiblement endetté et que les charges financières sont relativement faibles par rapport au chiffre d'affaires que dégage le groupe. Cette structure financière semble vitale à la conservation d'une marge nette positive. Concernant l'effet ciseau, parce que l'analyse financière ne se limite pas qu'à observer ces chiffres. On ne peut pas se baser uniquement sur ça. Il faut comprendre les mécanismes sous-jacents pour anticiper l'avenir. Sans une étude approfondie des forces qui influencent l'évolution des marges, toute projection devient hasardeuse. C'est pourquoi se concentrer uniquement sur les marges de l'entreprise est une erreur. On ne va pas investir sur une entreprise juste parce que sa marge brute est supérieure à 40% et que sa marge nette est supérieure, là j'ai mis 40%, mais c'est plutôt 20%. Il est essentiel d'examiner leurs composantes et leur interaction. L'un des phénomènes les plus parlants dans l'analyse financière est l'effet ciseau. Il apparaît lorsqu'on superpose l'évolution des revenus et les charges sur un mètre graphique, révélant les tendances convergentes ou divergentes. Ce phénomène peut être favorable ou défavorable selon le scénario observé. Alors si on prend le premier scénario, c'est les revenus qui augmentent plus vite que les dépenses. Alors là c'est une situation rêvée pour toutes les entreprises. C'est une gage de pérennité. La plupart des entreprises cotées depuis une longue période doivent leur longévité à leur capacité à maintenir cette dynamique. On pense immédiatement aux entreprises technologiques, surtout aux sociétés qui vendent des logiciels ou des abonnements SaaS. On peut prendre l'exemple de Microsoft, Salesforce ou Adobe. Alors oui, le coût de développement de leur technologie représente des coûts importants, aussi bien matériels que humains. Mais chaque licence vendue ou abonnement souscrit génère des revenus en plus avec peu de coûts supplémentaires. Plus la société trouve de clients,
plus les marges vont augmenter. En dehors des sociétés technologiques, le pricing power est gage de pérennité, c'est-à-dire la possibilité d'augmenter ses prix sans subir de baisse de la demande. On va avoir Hermès, Visa, Mastercard, mais il y en a encore bien d'autres, qui exploitent leur position dominante pour faire croître leurs revenus plus vite que leurs charges. Et là j'ai mis quelques exemples, on va voir Microsoft et Hermès, et si on voit du coup Microsoft, on voit bien que leur chiffre d'affaires est en hausse et que le résultat net est en hausse aussi. Et cette hausse résulte déjà, bien évidemment, d'une augmentation des prix, mais comme on l'a dit, dès qu'on a plus de clients, dès qu'on acquiert plus de clients, ça nous coûte presque rien. Parce que on va juste revendre une licence ou un abonnement, mais ça a été déjà développé. Alors il y a toute la maintenance, mais les coûts énormes qui ont permis le développement, ils ne sont pas répercutés pour chaque abonnement en plus, parce que ça on peut le démultiplier à l'infini. Ça va juste être du coup de la maintenance supplémentaire, mais les gros coûts sont déjà passés. Et Hermès, bah là du coup on va avoir plus sur le pricing power, avec l'augmentation du coup des prix, avec du coup que la clientèle continue de payer. Et ce qui fait augmenter bien évidemment le chiffre d'affaires, mais que du coup le résultat net augmente aussi de lui-même. Dans le scénario 2, on va avoir des revenus en baisse, mais les dépenses diminuent encore plus vite. Alors là, on va être plutôt sur des entreprises matures, qui ne sont plus vraiment en croissance, à être positionnées sur des marchés en stagnation ou en déclin. Si on prend l'industrie du tabac, on va voir Philip Morris, British American Tobacco ou encore Altria, ou l'industrie des boissons non alcoolisées avec Coca-Cola par exemple. Ces sociétés pourraient connaître une baisse de leurs revenus, avec la baisse par exemple du nombre de fumeurs ou de consommateurs de boissons sucrées. Mais ces sociétés réussissent quand même à faire baisser leurs charges. Excusez-moi, il y avait une petite faute, encore plus vite. Alors comment ? Avec des stratégies de consolidation. L'acquisition de fournisseurs ou de concurrents pour rationaliser leurs coûts, ou la diversification vers des segments porteurs, par exemple Philip Morris avec les cigarettes électroniques, ou l'adaptation à de nouvelles tendances de consommation, comme avec le développement de boissons non sucrées. Par exemple, si on prend Philip Morris, alors on voit que sur les dernières années, le chiffre d'affaires a augmenté, lié avec l'évolution et la tendance porteuse des cigarettes électroniques, mais on voit que de 2014 à 2020, on était sur une baisse et avec du coup une légère reprise, on va dire une légère stagnation de 2017 à 2021, avant du coup l'augmentation. Pareil, du coup le résultat net est plutôt stable et en légère baisse du coup via l'augmentation des charges, parce que ça coûte plus cher de faire des cigarettes électroniques que faire des cigarettes classiques. Surtout, il y a tout le développement derrière. Mais on voit bien du coup que le nombre de fumeurs, du coup, avant qu'ils partent sur de nouveaux segments, le chiffre d'affaires allait diminuer, et donc du coup le résultat net, pareil, diminuait. C'est pour ça que les sociétés qui sont dans des secteurs comme le tabac, beaucoup moins porteurs, sont obligés de se développer. Et sinon, on arrive dans la zone de turbulence où les dépenses augmentent plus vite que les revenus. La société doit rapidement corriger le tir ou disparaître. Bien évidemment, comme cause, il peut y avoir une concurrence accrue qui empêche l'entreprise d'augmenter ses prix, ou une crise de croissance avec tellement de demandes que ça met une trop grosse pression sur la structure de coûts. Certains secteurs sont exposés à cet effet ciseau négatif, comme tout ce qui est grande distribution ou téléphonie mobile, où la guerre des prix empêche les acteurs de répercuter leurs coûts sur les consommateurs. Et l'énergie, les transports ou les services publics, où les dépenses explosent en raison de hausses de matières premières ou de changements sur la politique publique. Et pareil, le scénario est très fréquent aussi chez les startups, où beaucoup de sociétés brûlent énormément de cash
et augmentent massivement leur charge d'exploitation. Logiciels coûteux, avec beaucoup de recrutement, nouveaux fournisseurs, et sans que ces investissements ne génèrent pour le moment des revenus suffisants pour couvrir toutes ces charges. Et si la société n'arrive pas à corriger le tir, on va avoir des dépenses. Du coup, le scénario 4, des dépenses en baisse, mais avec des revenus qui baissent encore plus vite. La société coupe dans ses coûts, mais ça ne suffit pas à compenser l'effondrement de son chiffre d'affaires. On va voir le groupe LDLC qui a surinvesti après la période du Covid, mais sans parvenir à maintenir son niveau d'activité post-crise. Mais de manière générale, cela va concerner les entreprises dont le marché est en déclin et qui ne parvient pas à pivoter à temps. La société doit, pour faire face à cette situation, réaliser des restructurations lourdes, soit des fermetures de sites, tout ce qui est licenciement, ou tenter un changement de stratégie pour éviter la spirale. On comprend bien que l'effet ciseau est un indicateur complètement clé pour évaluer la dynamique d'une entreprise, ce qui va nous permettre de savoir si du coup le marché est en déclin, si ses porteurs est en forte croissance, et du coup d'un coup d'œil, ça nous permet d'analyser l'entreprise et de savoir du coup si c'est un bon investissement ou pas. Donc s'il est positif, ça annonce une croissance saine et rentable, ce qui veut dire que le revenu est croissant plus vite que les coûts. À l'inverse, s'il est négatif, on va avoir du coup une charge en hausse plus rapide que le revenu, ce qui signale du coup une difficulté potentielle ou à venir. Merci à vous, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Bonne journée, au revoir.